Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs. Bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Merci, Lara, de m'assister, d'être la co-réalisatrice de cette émission chaque semaine. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie. On est content de la voir, Virginie, le samedi matin, que ce soit Mike Borowski ou moi-même, ou Lara d'ailleurs, pour la réalisation technique de ce libre journal et pour les incises musicales qu'elle a composées spécialement pour ces émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver par ailleurs sur YouTube. Je prononce bien YouTube. Oui, c'est bien. En tant que... Vous faites des progrès. Ah, merci, Lara. En tant que Nini Vlam, N2E, hein, pas Nini comme Nini pot de chien, hein. N2E, Vlam. Je voudrais bien poser, chers auditeurs, questions, observations, remarques, en composant le numéro du standard de Radio Courtoisie. Hein. Patrice, fidèle au poste encore une fois, il sera en vacances pendant 2 semaines ensuite, et puis il reviendra juste avant les élections européennes, qui nous transmettra donc vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. Alors, en seconde partie d'émission, chers auditeurs, notez bien, une fois n'est pas coutume, la revue de presse de la fin des temps avec Lara Stam et Raphaël Beslu, on inverse l'ordre de passage avec tout de suite, le grand angle de la semaine. Voilà, eh bien Zarathustra, cette semaine c'est Régis Le Sommier, notre invité principal, grand reporter, journaliste, fondateur du média Omerta, auteur entre autres du livre aux éditions Max Milo jusqu'au dernier Ukrainien. Bonjour Régis Le Sommier, bienvenue sur le libre journal de géopolitique profonde. Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben merci d'avoir accepté de venir. Je sais que vous êtes attendu comme nombre de Français sur les côtes. Ah oui. Une des côtes que l'on pratique en effet pour ce week-end prolongé de la Pentecôte. Il y a eu l'ascension auparavant. Donc on va commencer tout de suite une série de questions. On espère, il n'est pas arrivé, mais alors il a peut-être des problèmes avec la 13, évidemment, qui est très problématique, surtout quand on habite l'ouest parisien. Nous devrions normalement aussi être accompagnés de François Martin, que nous espérons en cours de cet entretien. Régis Le Sommier, l'actualité géopolitique première de la semaine, je pense que nous serons tous d'accord sur le fait que c'est la visite de Poutine en Chine. On évoque un partenariat sans limite, les relations entre les deux pays seraient un facteur de paix, de justice et de stabilité dans le monde selon leurs dirigeants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, Régis Le Sommier ? Disons que quand on a vu, ne serait-ce que de l'apparence extérieure, je ne parle pas de ce qui s'y est dit, de ce qui s'est décidé, des déclarations du contenu, mais je parle juste de la forme, la façon dont Vladimir Poutine a été reçu pour cette visite d'État à Pékin et les trésors de luxe, ou entre guillemets de tapis rouges immenses et quasiment infinis sur l'aéroport qui ont été déployés pour que Monsieur Poutine les foule, c'est quand même des signes à mettre en parallèle avec la visite de Xi Jinping en France, et non pas qu'il y ait été mal reçu, ce n'est pas la question, mais en tout cas par rapport à ce qui s'était dit à l'époque, vous savez, est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir juguler en tout cas tempérer le soutien des Chinois pour les Russes. Vous vous souvenez, il y avait toute une agitation dans le landerneau journalistique parisien et politique pour savoir si la Chine a été vraiment raccrochée à la Russie, ou si la Russie était raccrochée à la Chine. Bref, on avait passé 3 jours à ergoter. Là, on a une démonstration fracassante que non seulement la Chine n'a pas l'intention, ça on pouvait s'en douter, de laisser tomber la Russie, mais au contraire, on voit bien que les deux pays sont aujourd'hui intimement liés. C'était d'ailleurs un des risques qui pesait au début de cette guerre en Ukraine. On avait entendu justement, est-ce que ça ne va pas jeter les Russes dans les bras des Chinois ? En réalité, c'est ce qui s'est passé. Il faut aussi mettre en parallèle la visite d'Anthony Blinken à Pékin cet an dernier. Je crois qu'il avait été reçu par un sous-ministre. Enfin bref, il y avait quasiment pas de parade, quasiment rien. Donc vraiment, le secrétaire d'État américain était déclaré persona non grata presque par les Chinois. Donc les Chinois ont montré
au monde. Et évidemment, toutes ces démarches-là sont extrêmement politiques quand on sait à quel point les Chinois sont protocolaires. Mais ils ont démontré au monde que oui, cette alliance, elle était encore plus forte qu'elle ne l'était il y a 2 ans et elle continuera peut-être à se développer encore. Ils sont tous les deux très dans le protocole, que ce soit en effet le chinois comme le russe. Alors, est-ce que cette alliance sino-russe, c'est un pacte qui permet la stabilité, une nouvelle stabilité sur ces nouveaux rails de la géopolitique mondiale, ou bien est-ce que c'est justement des facteurs de déséquilibre? Alors évidemment, tout dépend, chacun va y voir midi à sa porte, mais est-ce que vous pouvez quand même nous faire une analyse? Est-ce que ça permet en tout cas d'arrimer le système mondial, cette alliance, et est-ce que de toute façon c'est une alliance qui va perdurer dans le temps? Moi, je pense personnellement que c'est une démonstration éclatante de l'existence tangible des BRICS, c'est-à-dire jusqu'à présent, et depuis quelques années, on parlait des BRICS comme une sorte d'attelage mal fagoté avec des gens avec des intérêts différents. C'est clair que oui, il y a des gens avec des intérêts différents. Quand vous avez l'Arabie Saoudite et l'Inde, les deux, évidemment, l'Inde n'a pas du tout un regard sur le monde musulman très presque hostile, et l'Arabie Saoudite est quand même un pays qui pose énormément de problèmes. Donc il y a et tout ça avec d'autres pays avec des intérêts comme l'Afrique du Sud, etc. Mais là, on a les deux locomotives, quelque part, de ce nouveau monde qui, pour moi, est clairement né avec l'invasion de la Russie de l'Ukraine. C'est vraiment la tectonique des plaques, elle a eu lieu ce jour de février, et elle a eu lieu, et on en mesure aujourd'hui les conséquences, et cette visite-là en est une des conséquences. C'est pas que les BRICS sont nés à ce moment-là, mais le monde, la tectonique des plaques a changé, le monde a changé, le monde est vraiment véritablement devenu multipolaire, et ce à quoi on assiste, hein, c'est le déclin le déclin de l'Occident, ou en tout cas le déclin de l'influence occidentale, qui est très manifeste, qui s'est vu, je vais pas décrire, mais bon, le recul de la France en Afrique et des États-Unis aussi, puisque faut pas oublier qu'ils se sont fait virer entre guillemets du Niger récemment. Et donc ça ne veut pas dire que l'influence des États-Unis ni de l'Occident a disparu, mais aujourd'hui l'Occident n'a plus cette hégémonie, ou en tout cas cette primauté mondiale. Et c'est aussi ce que les Russes et les Chinois ont voulu démontrer par tout ce faste de cette visite de Poutine à Pékin. Alors, avant d'arriver sur le cœur du sujet qui est en effet l'Ukraine, avant de donner la parole aussi à François Martin qui est arrivé maintenant dans le studio, peut-être une dernière question sur l'opérativité justement de cette alliance sino-russe. Est-ce qu'elle peut avoir un impact sur ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient ? Alors sur ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est plus difficile. On a bien senti depuis le début de la crise à Gaza que les États-Unis ont remis le pied dans la région après avoir fait des pieds et des mains précisément pour s'en dégager, retrait d'Iran, excusez-moi le lapsus, mais retrait d'Irak et retrait d'Afghanistan, si vous voulez, les deux grosses présences américaines. Les États-Unis sont toujours dans la région, mais depuis l'affaire de Gaza, depuis les actes terroristes du Hamas, et la réponse de Tsahal à l'opération sur Gaza, les États-Unis ont les mains vraiment dans la gestion de cette région. Les Chinois et les Russes ne sont que des acteurs périphériques, même s'ils peuvent avoir un rôle. On sent bien que c'est à la fois au niveau des négociations qu'au niveau de la fourniture d'aide humanitaire. Vraiment clairement, les États-Unis et d'autres pays comme la Turquie, comme le Qatar, l'Égypte sont vraiment montés au créneau. Donc c'est difficile sur cette crise de sentir justement ce nouvel ordre mondial. Mais il est évident que Chinois et Russes s'intéressent évidemment à ce qui se passe à Gaza. Merci Régis Le Sommier. Alors, François Martin, notre ami géopolitologue, l'auteur de l'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je vais vous
poser une question en 2 temps. Et vous allez, s'il vous plaît, y répondre dans ces 2 temps. Le premier temps, parce que nous avons débuté avec Régis Le Sommier sur la visite d'État de Vladimir Poutine en Chine, ce nouvel axe qui se dessine, les BRICS, c'est-à-dire faut-il prendre un peu plus au sérieux les BRICS suite à cette visite d'État et à ce qui semble être la solidité du lien entre la Russie et la Chine. Ça, c'est le premier temps de la question. Deuxième temps de la question, auquel là vous venez d'assister, c'est-à-dire l'influence éventuelle de ce duo, de ce nouveau couple de la géopolitique mondiale au Moyen-Orient. François Martin. Alors, sur le premier point, il y a deux réponses. Il y a des gens qui disent que les BRICS c'est un bluff, que la multipolarité du monde c'est un bluff. Moi, je ne le pense pas. C'est vrai qu'il y a des divergences entre, par exemple, la Chine et l'Inde, que moi, si j'étais les États-Unis, je mettrais les milliards de la CIA, par exemple, dans le couloir nord, en dessous du Bhoutan et au-dessus du Bangladesh, qui fait 20 km de large, pour essayer de mettre la pagaille pendant 100 ans, si je peux, entre les Chinois et les Indiens, pour empêcher que ce Sud global se structure. Mais je pense que le processus décolonial est tellement fort et le contre-coup, je dirais, de la chute du mur d'un côté avec l'hégémonie américaine est tellement fort, la fin de ce processus, que de toute façon c'est inévitable. C'est inévitable. Les Indiens et les Chinois, puisque c'est ça qu'il s'agit, à mon avis, c'est beaucoup plus là qu'il risque d'y avoir d'un problème qu'entre la Chine et Taïwan. J'y crois pas du tout, j'y ai jamais cru, parce qu'ils font du commerce ensemble, et quand 2 Chinois font du commerce ensemble, ils arrivent jamais à se mettre dessus, parce qu'ils pensent toujours à leur commerce. Donc, j'y crois pas du tout. C'est des rodomontades et c'est du sauvetage de face, mais c'est pas là qu'est le problème. Par contre, entre l'Inde et la Chine, oui, il y a un vrai problème. Et il y en aura un. Mais je pense que d'abord, c'est 2 puissances nucléaires, donc la nucléarisation vous calme en général, qui que vous soyez, sauf peut-être Macron. Et par ailleurs, je pense qu'ils trouveront les voies et moyens pour grandir tout seuls. Je pense que ce que veut l'Inde dans cette affaire, c'est prendre sa place aussi, c'est-à-dire que ça soit pas les BRICS, ça soit pas sous l'égide de la Chine, que la Chine ne soit pas le leader absolu. Voilà, c'est ça que je pense. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le Moyen-Orient, je partage pas l'idée de Régis, moi. Je pense que le principal acteur de cette affaire, en fait, aujourd'hui, c'est l'Iran. Et derrière l'Iran, il y a la Chine et il y a la Russie. Parce que la Russie a re-signé un accord de coopération et de défense. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Américains ont dit qu'ils n'y allaient pas si les Israéliens répondaient véritablement fort aux Iraniens suite aux problèmes qu'il y a eu. Je pense que les Russes ont dû dire aux Américains que si jamais ils tiraient eux directement sur l'Iran, les Russes répliqueraient sur leur bateau. Donc je pense que ça a calmé les choses. Donc je pense que c'est pas parce que les Russes et les Chinois sont un peu en arrière de la main qui sont pas extrêmement puissants et importants dans cette affaire. Et voilà, c'est ça que je pense. Mais merci beaucoup, François Martin. Peut-être une réaction, Régis. Lara voulait intervenir, et puis après on part sur l'Ukraine, si vous voulez bien. Régis. Non, mais en fait, la façon dont j'ai peut-être mal formulé, mais ce que je veux dire, c'est en effet, ils sont en deuxième plan. En effet, vous avez tout à fait raison de souligner le rôle de l'Iran, qui est en fait une sorte de clé de voûte régionale à plein de niveaux avec ses proxys et qui justement a un rôle absolument fondamental. Maintenant, je parle du règlement aujourd'hui de la crise de Gaza, ce à quoi elle a conduit. Alors, oui, il y a le front maritime du Yémen, par exemple. Il y a le front à la frontière nord d'Israël entre Tsahal et le Hezbollah. Ouais, tout ça, c'est l'Iran direct, ça, oui. Il y a eu l'attaque la riposte attaque entre Israël et l'Iran directement. C'est la première fois qu'on voit ce type d'échange. C'est la première fois, alors si on accepte les quelques Scud que Saddam Hussein avait envoyés sur Israël en 91, là, oui, il y a eu une véritable attaque, mais avec une réponse pondérée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu un degré, et on sent bien que les grandes puissances étaient derrière, pour ne pas que
les choses s'escaladent et qu'on arrive dans une guerre générale au niveau régional. Mais ce que je voulais dire, c'est que les États-Unis ont réellement investi aujourd'hui. Le problème de ce qui s'est passé à Gaza les touche directement, ce qui est peut-être une différence par rapport aux autres crises précédentes au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement indéniable et qu'on ne peut que constater. Alors certains disent oui, c'est le déferlement de l'antisémitisme dans les sociétés occidentales. Moi, je pense que c'est une partie de la jeunesse, oui, se mobilise pour Gaza, et cette partie de la jeunesse est précisément celle qui a porté au pouvoir Joe Biden, et que là, il y a une obligation quelque part pour les États-Unis d'essayer d'apporter une sorte de mesure. On le voit avec l'intervention humanitaire, la construction de cette digue pour acheminer l'aide avec l'implication de l'armée américaine directement. On le voit partout, ce qu'a essayé de tenter Blinken aussi au niveau de proposer, de forcer les Saoudiens à revenir dans le cadre des accords d'Abraham, d'essayer si vous voulez, de retrouver et de proposer, si les États-Unis ont été très, très intensifs à un moment là-dessus, tout en soutenant bec et ongle Israël, mais une solution à deux États. Donc on sent que les États-Unis sont quelque part, à cause justement de cet impératif électoral d'abord, ensuite pour leur présence dans la région, de revenir quelque part alors qu'ils avaient un petit peu déserté le terrain moyen-oriental. Voilà. Oui, Régis Le Sommier. Alors, mais par ailleurs, les Américains ont un allié qui est, lui, peut-être, Israël, dans une fuite en avant. François Martin, une réaction rapide. Oui. Je pense que les Américains ne sont jamais retirés, en fait. C'est ce qu'on dit, mais je ne le pense pas. En fait, ils ont recentré leur dispositif sur Israël, effectivement, l'Irak, et c'était un peu périphérique, en fait. Et c'était des positions qui étaient utiles à l'époque de la guerre froide, surtout l'Afghanistan, mais à partir du moment où ils étaient piégés, vietnamisés en Afghanistan, et que, d'autre part, la Russie n'était plus une menace, ils se sont recentrés. Je ne pense pas qu'ils se sont retirés, mais qu'ils se sont recentrés. Voilà. Alors d'autre part, sur l'histoire des jeunes, oui, moi je pense très sincèrement, je pense depuis le début que c'est le Vietnam, c'est un nouveau Vietnam. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui dans nos démocraties occidentales sont les enfants, au moins intellectuellement, s'ils ne sont pas au pouvoir, parce que s'ils avaient 20 ans à l'époque de 68, maintenant ils en ont 70, donc ils sont ou au pouvoir ou derrière le pouvoir. Ça doit leur faire tout drôle de voir qu'on leur fait le coup. Eux, je dirais, des vieux du pouvoir, etc., coincés dans le rôle de crayon, de voir que derrière, il y a des jeunes qui leur mangent les doigts de pied en leur disant « mais moi, je vais occuper les facs », enfin, scandale des scandales. On meurt comme on a vécu, hein. Voilà, c'est le retour de bâton. Voilà, je pense que... Et c'est pas fini, parce que j'étais il y a 2 jours à Genève, invité par un collectif de défenseurs de la Palestine. Moi, je ne suis pas pro-palestinien, mais je suis gaulliste, c'est-à-dire, je suis attaché aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et je vois la mobilisation qui est en train de se faire dans toutes les universités à Lausanne, les facs qui sont occupés en Tunisie, dans le monde entier. Donc, je pense que ça ne va pas s'arrêter du tout. Et ça, c'est véritablement le problème, et je finis là-dessus, c'est véritablement le problème d'Israël, parce que on m'a interrogé sur le messianisme, mais c'est du messianisme en peau de lapin, parce qu'en fait, qu'est-ce qui tient Israël? C'est sa relation avec les États-Unis. Si les États-Unis leur disent à un moment donné, on vous soutient plus, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur messianisme s'ils n'ont plus l'argent derrière, les armes, etc. Donc en fait, c'est pas seulement le dôme de fer, entre autres, mais c'est en fait, ils sont tenus complètement. Donc en fait, cette relation entre les États-Unis et Israël est ce qui est actuellement en train d'être abîmé par toute cette agite-propre. Et je pense qu'à un moment donné, ça va casser. Merci François Martin. Lara, rapidement, et après on passe à l'Ukraine. Alors, moi, je voulais revenir sur le début de l'intervention de Régis concernant la visite de Poutine. Il faut juste rappeler que symboliquement, c'est très très fort parce que c'est la première visite d'État qu'effectue Poutine après que Xi ait fait sa première visite après le congrès du parti en Russie.
Donc c'est inédit. Ce n'est jamais arrivé avant qu'il y ait cette correspondance, première visite dès Il l'élection. était déjà allé il y a 6 mois avant. Il y a 6 mois, Poutine était déjà allé en Chine. Mais après l'élection, il avait proposé à Xi que ce serait le premier pays à visiter. Xi était ravi. Toute la bureaucratie chinoise attendait que cette promesse soit réalisée. Poutine, il y a un certain nombre de pays où il ne peut pas aller à cause du mandat international. La logique faisait qu'il devait se rendre d'abord en Biélorussie, par exemple, les premières alliées, etc. Là, c'est la Chine. D'ailleurs, Xi s'est fait filmer pendant qu'il attendait Blinken et qu'il posait la question à son secrétaire en disant combien de temps il reste, quand est-ce qu'il s'en va. Son secrétaire lui dit 7 nuits et Xi dit tant mieux. Les Chinois ne font rien par hasard. Et puis le troisième point, c'est la conférence de paix qu'organise l'Ukraine actuellement le 15 et 16 juin en Suisse, en convoquant les pays du Sud. Et elle a déjà reçu une réponse très défavorable de principaux participants du BRICS, la Chine, le Brésil, l'Inde, qui n'y seront pas. Donc ça prouve que le BRICS existe même politiquement. Bien sûr. Parfait. Régis, merci Lara. Régis Le Sommier, on va sur l'Ukraine. Vous aviez écrit, vous êtes tous les deux des spécialistes, François Martin, l'Ukraine, un basculement du monde aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis vous, Régis Le Sommier, aux éditions Max Milo, jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, jusqu'au dernier Ukrainien, on en est peut-être plus très loin du dernier Ukrainien. C'est un peu l'inquiétude des Occidentaux, je dirais. Alors, offensive de printemps, la percée est-elle seulement tactique, impossible selon les stratèges de l'OTAN d'une percée stratégique des Russes? Qu'est-ce qu'il en est, la situation aussi sur le terrain, Régis Le Sommier? Concrètement, il en est qu'en une semaine, la Russie, je disais ça hier soir, la Russie a conquis en termes de territoire, enfin depuis le début de son offensive, on va dire 10 jours, plus de territoire que la contre-offensive ukrainienne de l'année dernière. C'est-à-dire dans cette percée, on va dire, au nord de Kharkov, elle a conquis quelques 300 km². Enfin, il y a grignoté beaucoup de villages avec une facilité aussi plus importante que lors de ces offensives dans le Donbass, même si le tempo des opérations semble se ralentir quelque peu. Il n'y a pas un jour sans que des villages tombent ou d'autres soient assiégés. Et on parle aujourd'hui de l'ouverture d'un front dans la région de Soumy. Donc pareil, région frontalière. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que pour moi, ça reste l'hypothèse d'une grande offensive sur Kharkov reste pour moi théorique. Poutine a été interrogé d'ailleurs là-dessus. Il a dit qu'il ne cherchait pas à conquérir Kharkov. Il s'agit tactiquement, je pense, d'essayer d'accélérer dans le Donbass en mobilisant des troupes ukrainiennes au nord. On a vu que des unités, par exemple, comme l'unité Kraken, moi j'avais eu l'occasion, pas de fréquenter, mais enfin j'étais avec ceux qui leur faisaient face dans la région de Kremina-Svatovo l'année dernière. L'unité Kraken, c'est une sorte un conglomérat de troupes d'élite ukrainiennes avec beaucoup de mercenaires polonais et venant d'un peu. Donc c'est des soldats très très aguerris qui, un peu à la manière de la 3e brigade, c'est-à-dire ex-Azov, servent de pompiers sur le front en ce moment. Vous savez, l'Ukraine se retrouve dans une situation où elle n'a pas de réserve, à la différence de la Russie. Donc elle est obligée de déplacer des unités pour essayer de colmater les brèches. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc ajouter à cela un vrai problème lié, et je pense que c'est la première fois qu'on voit le scandale de la corruption en Ukraine éclater véritablement et peser un problème sécuritaire à l'Ukraine, en l'occurrence ces fameuses fortifications au nord de Kharkov inexistantes qui avaient été promises, des contrats avaient été signés avec des entreprises, notamment pour la fourniture de bois pour faire les casemates, ce que les Russes ont fait avec Surovikin exactement. Ça devait être le même principe. En réalité, rien de tout ça s'est matérialisé et la presse ukrainienne unanime quasiment a demandé où sont les fortifications et où est l'argent des fortifications. Donc là, il y a eu vraiment un déficit sécuritaire. On peut dire que tout n'est pas perdu pour les Ukrainiens, qu'il y a sans doute des lignes de défense efficaces avant d'atteindre Kharkov. Mais encore une fois, je pense qu'il s'agit pour moi, de la part des Russes,
de soulager les fronts du Donbass et de permettre de continuer le grignotage sur le Donbass, quitte à contourner Kramatorsk, à l'encercler Kramatorsk et Sloviansk, qui sont les deux gros derniers bastions ukrainiens dans le Donbass, pour pouvoir terminer cette conquête de ces deux oblasts de Lugansk. Lugansk, c'est quasiment terminé, mais surtout l'oblast de Donetsk, et du coup pérenniser cet Est ukrainien qui fait partie depuis les référendums d'octobre 2022 de la Fédération de Russie. Voilà. Je pense que la tactique, elle est là. Après, peut-être que je me trompe. Voilà. Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, hier ou ce matin, Zelensky commettait une interview auprès de l'AFP. L'équivalent de la Pravda occidentale, et lui c'était que la Pravda, et se plaignait amèrement, non pas justement des problèmes de corruption dans son pays, mais du fait que les Occidentaux ne donnaient pas assez, encore une fois. Oui, écoutez, c'est le leitmotiv de Zelensky, mais alors oui, il y a ces problèmes, mais qu'il aille chercher des armes, c'est un petit peu normal au vu de sa position. Le problème de Zelensky, c'est qu'une partie de l'information qui se déroule réellement sur le champ de bataille ne lui est pas directement, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles ne lui sont pas toujours communiquées. Et il a toujours l'impression que l'Ukraine, on est toujours dans la narration de l'Ukraine victorieuse, potentiellement qui va reconquérir ses territoires, ses frontières de 91. On est toujours un petit peu là-dedans quand on écoute Volodymyr Zelensky, parce que d'abord ils ont à la tête de l'armée ukrainienne, c'est quand même très intéressant et très paradoxal, un général, c'est le général Syrski, qui est un général russe à la base, qui est quelqu'un qui s'est retrouvé en Ukraine en 91. Son unité était stationnée en Ukraine et il a décidé de prendre la nationalité ukrainienne et est devenu général dans l'armée ukrainienne. Mais à la base, toute sa famille est du côté de Moscou et c'est quelqu'un qui a une mentalité très soviétique. On l'a surnommé le boucher pour plein de raisons, parce qu'il utilise et gaspille ses hommes depuis le fiasco de Debaltseve en 2014 au moment de Maïdan, jusqu'à Bakhmout. C'est lui qui dit il faut s'accrocher, il faut continuer et qui perd des quantités d'hommes. Je pense qu'il est directement Syrski et quelque part moins Zaloujny, qui est l'ancien chef d'état-major qui a été limogé à cause de sa popularité par Zelensky. Syrski, c'est vraiment le général soviétique. Alors, on a d'un côté une armée ukrainienne qui tente justement, avec les armements occidentaux, de gagner sur une Russie qui serait un petit peu archaïque. Et ça, c'était la première partie de la guerre. Et on se rend compte qu'en fait, les Russes ont quand même beaucoup changé leur fusil d'épaule, ont développé des techniques militaires, notamment avec l'émergence de la milice Wagner, qui a appris beaucoup de choses en combat urbain et dont beaucoup de cadres, et ça j'ai pu le constater, sont dispatchés aujourd'hui dans diverses unités sur le front du Donbass. Donc on a, je dirais, une armée russe qui a beaucoup appris, et d'un autre côté, un général ukrainien qui continue des opérations extrêmement coûteuses en hommes, tout en sachant qu'il n'a plus de réserve. Donc si vous voulez, voilà, c'est le paradoxe aujourd'hui. La situation, elle est tenue par un homme, Volodymyr Zelensky, qui, il faut le rappeler, à partir du 21 mai, donc la semaine prochaine, démocratiquement n'est plus le président de l'Ukraine. Son mandat se termine. Il a donc déclaré, il a pas supprimé des élections, mais il a dit on peut pas les tenir en ce moment. Il a pris un certain nombre de mesures qui montrent que on s'écarte quand même largement du cadre démocratique, le traitement de la presse d'opposition, le traitement des partis d'opposition en Ukraine, plein de choses montrent qu'on n'est plus. Quand vous avez quelqu'un comme le Premier ministre Gabriel Attal qui dit en Ukraine nous défendons nos valeurs, on se demande quelles valeurs exactement y a-t-il en Ukraine qui ressemblent aux valeurs de la social-démocratie aujourd'hui. Donc on peut dire oui, on me dira mais c'est la guerre, etc. Oui, c'est la guerre, mais en l'occurrence, voilà, on est avec un homme qui a tous les pouvoirs, mais qui est un petit peu aujourd'hui dans une citadelle assiégée, à mon sens. Merci Régis Le Sommier. François Martin. Oui, tout à fait d'accord, bien entendu, avec ce que dit Régis. Alors moi, il me reste une question préalable par rapport à ça. C'est que j'ai été très surpris que les gens soient surpris de l'attaque du Nord. Parce qu'après tout, c'est là le point, on peut dire un peu
un des points faibles russes, à supposer qu'il y en ait, c'est ce passage des frontières par ces milices russo-ukrainiennes, ces tirs permanents sur Belgorod. Donc on pouvait bien penser, d'abord, ils étaient parfaitement au courant de là où étaient massées les troupes russes, puisque les satellites voient tout. Et en plus, vous pouvez bien considérer comme normal qu'à un moment donné, ils allaient ne serait-ce qu'avancer d'une vingtaine ou d'une trentaine de kilomètres pour sécuriser cette zone et arrêter d'être harcelés comme c'était, même si stratégiquement, ça n'était pas important. Donc je suis étonné que la presse ait eu l'air de penser que les stratèges étaient étonnés qu'ils attaquent par le nord. Alors peut-être que Régis a une réponse à ça, je ne sais pas. Mais pour le reste, je pense comme lui que à la différence, je dirais, on est un peu à front renversé parce que par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, comme le disait Régis, il ne faut pas oublier que donc les Russes ont eu quand même 24 millions de morts. Et moi, qui ne connais pas bien la Russie, mais je pense que Lara doit pouvoir le confirmer, les opinions russes sont, contrairement à ce que les gens disent, sont extrêmement sensibles aux morts. Et la guerre russe a toujours été une guerre. Donc, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, la guerre moderne russe, même si elle est pareille peut-être sur le plan de la tactique, etc., elle est extrêmement économe en vie humaine. C'est-à-dire que ça renforce le caractère, je tire, j'avance de quelques centaines de mètres, je tire, j'avance. Donc, je fais très attention à ne pas tuer mes troupes. Donc, et ça, c'est très actuel. Et si on ne comprend pas ça, alors on dit, regardez, les Russes, etc., ils ont tellement de morts. Alors, je pense que c'est peut-être un peu différent avec les Wagner, avec les Tchétchènes qu'on a utilisés un peu. Là où il y avait de la casse, on a mis cela. Mais je pense que d'une façon générale, les Russes font au contraire très attention. Et ça, vraiment, c'est une nouveauté par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Eux sont modernes, alors que, comme le dit Régis, les Ukrainiens, ils sont plus à l'ancienne sur ce plan-là. Mais merci François. Tout le monde confirme? Lara confirme? Oui, je confirme. En revanche, la conférence de paix que propose l'Ukraine à Genève, elle est censée proposer un échange de prisonniers, sachant que dans les geôles russes aujourd'hui, il y a 20 000 soldats ukrainiens contre 500 en Ukraine. Donc, ils proposent échange tous contre tous pour remplir en fait les réservoirs en vie humaine. Bon, Régis. Oui, non, tout ça est vrai. Je reviens un petit peu sur la question de Belgorod. C'était un petit peu le corollaire. C'est une partie effectivement importante qui prouve, selon moi, que l'objectif n'est pas Kharkov. L'objectif, c'est donc soulager le Donbass et sécuriser la zone de Belgorod, qui en effet, par ses incursions et surtout ses tirs sur cette ville d'importance et sur cette oblast d'importance, même si il n'est pas, permettrait de sécuriser le territoire russe. Mais sur la question des vies humaines, il faut quand même le reconnaître, de la part. Alors, on n'est pas dans des proportions Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que de part et d'autre, il y a eu des offensives ou des moments où les vies humaines ont été gaspillées de façon parfois un peu inutile. Moi, je vous parle d'un épisode que j'ai vécu en septembre 2023, où je me trouvais avec justement des anciens de Wagner, une brigade qui s'appelle la brigade des loups. Et cette brigade des loups, elle forme encore aujourd'hui des anciens prisonniers, des volontaires, un petit peu de toutes sortes. Et en septembre 2023, j'avais assisté à la formation. Je suis revenu de centaines de soldats. Et je suis revenu dans la zone de Soledar, Bakhmout, en janvier cette année. 80% des soldats étaient morts ou blessés. Donc, si vous voulez, ça me donne au niveau local quand même une proportion. Alors, ils avaient été sacrifiés. Pourquoi ? Défaut de manœuvre, une unité tchétchène qui s'était retirée alors qu'elle n'aurait pas dû. Enfin, des choses qui arrivent chez les Ukrainiens comme chez les Russes. Et du coup, on a envoyé ces troupes pour colmater, quasiment sans artillerie, et les Ukrainiens les ont ratatinés à coups d'obus. Et donc, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est arrivé aussi dans la fameuse ville de Ocheretine. Ocheretine, c'est à l'ouest d'Avdivka. Ça, c'est les Ukrainiens ont fait une rotation d'unités qui s'est mal goupillée. Et tout à coup, les Russes, là, ont fait une avancée
quasiment de 5 kilomètres, une percée véritable. C'était il y a un mois et demi environ. Donc vous voyez, voilà, tous les paramètres sont à prendre en compte, en tenant compte que globalement, c'est une guerre où il y a peu de mouvement. C'est une guerre où on avance de façon quasi linéaire. Il n'y a pas de grandes manœuvres dans cette guerre. On pourra me rétorquer, oui, mais l'Ukraine, la libération de Kherson, l'est de Kharkov, tout ça, ce ne sont pas des avancées de l'Ukraine, c'est des retraits des Russes. Les Russes ont opéré 3 retraits, l'un de la périphérie de Kiev, l'autre de l'est de Kharkov, et le dernier qui militairement était assez remarquable, c'est-à-dire faire passer 20 000 soldats de l'ouest du Dniepr dans la région de Kherson et de Kherson à l'est, qui était une manœuvre qui à l'époque était considérée comme une libération. Vous savez, le problème c'est notre enthousiasme à avoir voulu la victoire de l'Ukraine. Si celle-ci s'était matérialisée, tant mieux. Mais en réalité, pour ce qui est de Kherson, c'est une manœuvre de retrait d'une armée qui s'est ensuite concrétisée par la fabrication de la ligne Surovikin, qui finalement a usé la contre-offensive ukrainienne et a permis aux Russes de regagner l'initiative. Donc voilà, donc dans beaucoup de domaines et à beaucoup d'endroits, et je termine par ça, on a souhaité la victoire de l'Ukraine et on a vu des victoires là où il n'y en avait pas. Bon, il nous reste, messieurs, que 10 minutes dans cet entretien et je n'ai pas posé la moitié des questions. Donc j'aimerais que l'on avance rapidement et je reviens à l'entretien accordé à l'AFP ce matin par Zelensky sur un autre point sur lequel j'aimerais vous entendre l'un et l'autre, c'est-à-dire le risque d'escalade. Zelensky se plaint, ce qui semblerait dire que les propos alambiqués de Blinken ne soient pas si clairs que ça, qu'il ne puisse pas utiliser les armes occidentales, même si on sait que c'est peut-être les Occidentaux qui les utilisent eux-mêmes, en tout cas qui en sont les servants pour les armes les plus développées technologiquement, sur le territoire russe. Cameron, il y a quelques jours, avait dit que l'armement anglais, entre autres les Storm Shadow, pouvait être utilisé non pas seulement en Crimée, mais aussi sur le territoire russe. On se pose cette question. On sent bien là qu'il y a un risque ou un désir, peut-être chez certains acteurs, d'une escalade. Qu'est-ce que vous en pensez, Régis Le Sommier et ensuite François Martin? Non, je pense que ça a toujours été un corollaire de la politique américaine de livraison d'armes, que ces armes précisément ne soient pas utilisées sur le territoire de Russie. Elles l'ont été, mais de façon comme des piqûres de mouches, mais ça n'a pas été, ce n'est pas un usage général et pour le moment, ce cadre est respecté. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que peut-être que Zelensky a été enthousiasté, mais conforté par les propos de Blinken, mais le Pentagone a immédiatement démenti les propos de Blinken. C'est-à-dire que même au niveau américain, il y a eu une sorte de désaccord, ou en tout cas une fausse note de la part de Blinken, le Pentagone venant rectifier immédiatement, expliquant que les armes sont fournies pour faire la guerre dans le cadre de la guerre en Ukraine, sur le territoire ukrainien, et aucunement de l'utiliser parce que évidemment, c'est passé à un degré supplémentaire. Ce dont les États-Unis ne veulent pas du tout. Ça, c'est un des grands enseignements de cette guerre, c'est qu'ils ont été moteurs dans la première partie, et puis voyant que les choses n'évoluaient pas en faveur de l'Ukraine, ils n'ont pas insisté. Quelque part, les États-Unis sont aujourd'hui largement à l'arrière, même si c'est eux qui fournissent encore le package le plus important. Si vous voulez, l'idée, c'est quand même que pour cette guerre, les Européens prennent la suite, et on l'a vu avec les déclarations de Macron, on le voit avec le comportement des Anglais, des Allemands. Voilà, la vraie question, elle est là, et chacun étant extrêmement inquiet entre les lubies de Zelensky, qui lui n'a pas changé et semble ne recevoir un peu à la manière d'Hitler à la fin de la guerre, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles, on n'ose pas dire ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui se passe. Et puis, en réalité, les alliés français, par des propos de Macron, pour moi, tiennent au fait que le renseignement français sait parfaitement que la situation est absolument catastrophique et qu'il y a un gros risque d'effondrement ukrainien et qu'on ne voit pas comment on peut endiguer ce mouvement pour l'instant lent des Russes, mais qui pourrait très bien s'accélérer, et on ne connaît pas
l'intention véritable des Russes, même si on peut supposer que à l'est du Dniepr, tout les intéresse, et à l'ouest, rien ne les intéresse. Ça, c'est mon avis. Voilà. Oui. Merci, Régis Le Sommier. C'est très intéressant tout ça. François Martin. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que cette guerre est à la fois locale, globale et nucléaire. Elle est les trois à la fois. Et elle est locale parce qu'elle est nucléaire. Je veux dire, elle est nucléaire non pas parce qu'on se tire dessus, mais parce que chacun pense qu'on peut se tirer dessus à tout moment sur le plan nucléaire. Donc, il y a un consensus de toutes les parties pour surtout rester dans le domaine local et de ne pas en sortir, pour ne pas risquer justement la contamination nucléaire. Alors, elle est globale parce qu'elle est économique, diplomatique, médiatique, tout ce qu'on veut, mais sinon, elle est à la fois locale et nucléaire, et elle est l'un parce qu'elle est l'autre. Alors, il y a deux façons de sortir justement de ce carcan dans lequel les belligérants se sont eux-mêmes obligés. L'un, c'est d'envoyer des troupes étrangères en Ukraine sous leur propre nom. C'est ce que les Français ont dit qu'ils pouvaient faire. Et la deuxième, c'est d'autoriser les Ukrainiens à taper largement sur le territoire russe. Si on fait l'un ou l'autre, on sort du truc. Et les Russes, par rapport à ce que Macron a essayé de faire, puisqu'il a tenté le coup pour des raisons intérieures, pour détourner l'attention, etc., les Russes ont dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, nous, à partir de demain, on met en route nos entraînements pour l'utilisation des armes tactiques. Vous avez remarqué que tout le monde s'est calmé instantanément, y compris Macron, qui est rentré à la niche. On ne l'a plus entendu sur le sujet. Donc je pense que il y a des petites escarmouches ou des petits essais comme ça, mais chaque fois les Russes disent, bon, ben, puisque c'est comme ça, nous on passe à l'étape suivante. Et je pense que l'une des forces de Poutine, c'est qu'on sait qu'il ne bluffe pas. S'il dit qu'il fera, il le fera. Alors, il le fera tard, il le fera, etc., mais il le fera. Donc, personne n'a envie de ça. Donc, je pense que, pour moi, ce n'est pas véritablement un danger aujourd'hui. On va rester, à mon avis, dans les principes qui ont été établis dès le début de cette guerre. Du local. Merci, François Martin. Pendant que je vous tiens, Régis Le Sommier, 3 questions qui seront les 3 dernières, sur lesquelles j'aimerais que vous répondiez le plus rapidement possible. D'abord, qu'est-ce qui se passe actuellement en Géorgie ? Est-ce que c'est un nouveau terrain d'affrontement entre la Russie et l'Occident ? Ça, c'est la première question. La seconde question, qu'est-ce qui s'est passé en Slovaquie avec le Premier ministre Fico ? On apprend hier soir que l'épouse de celui qui a tenté d'assassiner le Premier ministre, ce pacifiste, eh bien, une épouse réfugiée ukrainienne, il semblerait que les femmes ukrainiennes aient une grande influence sur leur mari, et qu'elle soit arrêtée depuis hier soir et dans les geôles de la police slovaque. Et troisième question, si on a le temps, qu'est-ce qui se passe en Arménie ? Parce que je sais que vous connaissez bien aussi l'Arménie. Il y a un archevêque actuellement qui semble redonner foi aux Arméniens. Si vous pouvez répondre très rapidement, je ne sais pas comment vous allez faire à ces 3 questions. Non, je vais le faire très rapidement. Je pense que pour les cas des 2 premiers, l'Arménie, c'est un cas à part. Je ne pense pas que ça joue dans cet ensemble. Mais pour ce qui est effectivement de la Slovaquie et de la Géorgie, on est évidemment dans une guerre indirecte avec des agitations, des manipulations. C'est pas la première fois. Je veux dire, c'est pas un hasard si à l'époque où le président s'appelait Saakashvili, vous aviez des gens comme Monsieur Glucksmann, par exemple, qui était aux affaires en Géorgie, qui pratiquement du jour au lendemain se sont retrouvés en Ukraine au moment de Maïdan. Donc vous avez des gens comme ça qui sont un peu des itinérants de cause, on va dire, de la liberté, des grands défenseurs des principes et de l'ouverture des peuples. Vous savez, c'est toutes les révolutions qu'on a appelées les révolutions de couleur, et on sait que la CIA et d'autres officines américaines sont à la manœuvre derrière. Pour ce qui est de la tentative d'assassinat de Robert Fico, là, c'est un peu plus... alors, y a-t-il manipulation ? C'est très difficile de le dire. Fico, il ne faut pas le négliger, est quelqu'un d'extrêmement polarisant dans son pays. On dit que c'est un peu le Orban slovaque. En réalité, il est encore plus polarisant que Viktor Orban, avec des méthodes aussi de gouvernement qui sont, vous savez, méthodes d'Europe centrale, quoi, un peu musclées, avec des grosses voitures, des gros bras, et voilà, et qui sont pas forcément très démocratiques. Donc, il a énormément d'adversaires, il a énormément d'ennemis.
en tout état de cause, son élimination, parce que même s'il n'est pas mort, il va quand même rester inopérant pendant longtemps. Il n'est même pas sûr qu'il puisse reprendre un jour son rôle de Premier ministre. Eh bien, c'est je dirais un coup dur pour l'Europe qui commençait à se constituer autour de la Hongrie, autour de la Serbie notamment, qui est une Europe, je dirais, hostile à la guerre en Ukraine. Et même si elle n'est pas viscéralement européenne, elle s'oppose à, je dirais, la philosophie et l'idéologie de Madame von der Leyen. Donc là, il y avait une sorte d'alliance qui était en train de se faire, qui existait aussi avec la Pologne avant le retour de Donald Tusk, qui lui, par contre, pour le coup, il y a eu un renversement d'alliance. Et la Slovaquie s'est retrouvée l'allié, quelque part, avec cette élection de Robert Fico. Bon, oui, c'est quelque chose politiquement qui se traduit par une conséquence, c'est-à-dire un affaiblissement de ce camp des anti-guerres au sein de l'Union européenne. Dernier point, l'Arménie, et on vous laissera partir en week-end. L'Arménie, je laisse volontiers à François. Moi, j'ai pas beaucoup suivi cette histoire Par contre, ce que je peux dire, c'est que, à mon sens, oui, ce qui se passe en Calédonie est directement lié au soutien de la France à l'Arménie. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan, en effet, joue un rôle. Ça, c'est certain. Maintenant, l'histoire de l'évêque, excusez-moi, je n'avais pas révisé. Je n'avais pas de point de vue. C'est pas grave, on va poser la question à Lara. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Si vous prenez la 13, faites attention, parce qu'il y a des endroits qui semblerait qu'il y ait des fissures. Il y a d'autres endroits. J'en viens, donc je peux confirmer qu'elle est complètement bouchée, d'où mon retard. Et attention aussi aux fourgons, enfin à des voitures qui arrivent en sens inverse au niveau des péages. C'est un endroit, c'est un véritable coupe-gorge, cette A13. Oui, puis là, vous avez aussi les mosquées les synagogues qui brûlent à Rouen aussi. Oui, mais enfin, il y a des églises dizaines par jour, il n'y a pas autant d'honneur accordé. Non, il n'y a même pas d'études criminelles quand il y a des églises qui brûlent. Oui. Non, c'est toujours accidentel, vous savez bien. Après, merci. Les mosquées, c'est toujours criminel. Merci beaucoup, Régis, en tout cas, de cette intervention. Merci beaucoup. À bientôt, Régis. Et à très bientôt. Bon week-end à toi. Lara sur l'Arménie et le mot de conclusion de François Martin. Sur l'Arménie, ce qui se passe, justement, on n'en parle pas ici parce que c'est à contre-courant de tout ce qui s'est passé avec les révolutions de couleur. C'est un archevêque qui prend le devant et qui lève le peuple contre le pouvoir qui est en place, qui est en train de liquider l'Arménie. Donc on n'en parle pas. Il y a des milliers de manifestants tous les jours. Alors qu'en Géorgie, ça s'oppose justement à un choix législatif sur la loi des agents étrangers, ce qui est une logique imparable. Il faut se manifester en tant qu'agent étranger si on est financé par une organisation étrangère. Mais bon, il s'oppose et là, on en parle. Cherchez l'erreur. Merci Lara. Le mot de conclusion de François Martin. Oui, sur l'Arménie, je ne connais pas bien le dossier, effectivement. Tout ce que je sais, c'est que le président arménien s'était quand même il avait brisé un espèce d'équilibre très ancien, le Premier ministre, où il y avait les Russes qui faisaient un peu, je dirais, le partage entre les deux, avec cette négociation qu'il y a eu avec l'Azerbaïdjan pendant 30 ans, etc. Et puis lui, il a joué le coup de se rapprocher des Américains. En général, quand on se rapproche des Américains, il ne faut pas longtemps avant que ça pète, et c'est ce qui se passe. Donc, je pense que le Premier ministre a une responsabilité importante dans cette affaire. Voilà. Et sinon, sur la Géorgie et sur la Slovaquie. Sur la Géorgie, on peut voir la main de la CIA. Enfin, je vois pas pourquoi. Moi, je serais de la CIA. Je vois pas pourquoi j'irais pas en Géorgie. Enfin, vraiment. Je veux dire, si le fonctionnaire de la CIA qui dit on met pas de l'argent sur la Géorgie, je le vire tout de suite. ça paraît clair. Et alors, l'assassinat du tentative. Pour le moment, on est encore à la tentative. Il s'en est même sorti de son coma. Partiellement. Partiellement. Assassinat partiel. Je dirais que dans les systèmes mafieux, parce que pour moi, le système de domination américain est un système mafieux, j'en veux pour preuve le fait que d'après Seymour Hersh, la décision de faire exploser le pipeline ne date pas de 2022, mais elle date de juin 2021, c'est-à-dire bien avant la guerre. C'est-à-dire que si c'est avéré, ça veut dire que ce n'est pas une punition contre les Russes, c'est une punition contre les Allemands. Ça veut dire, les petits gars, je veux voir qu'une tête.
Et la tentative d'assassinat, je ne sais pas s'il y a la CIA qui est derrière, mais ce qui est le plus intéressant dans les assassinats chez les mafieux, c'est pas ce qu'on fait à celui qu'on assassine, c'est le message qu'on fait passer aux autres. Oui. C'est-à-dire, personne ne bouge. L'Europe, c'est devenu dangereux. On rigole pas. On veut voir qu'une tête. On touche pas à l'OTAN. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire l'OTAN, pourquoi? Puisque l'OTAN a perdu, pourquoi l'OTAN? Donc, je pense que ce qu'il faut protéger à tout prix aujourd'hui, c'est l'OTAN. Et c'est une façon impeccable de faire passer un message à tous les autres Européens disant on ne touche pas à von der Leyen, on ne touche pas à l'OTAN, on ne touche pas à la stratégie. C'est toujours nous les chefs. Ça va bien se passer, comme dirait Darmanin. Voilà. Merci beaucoup François Martin, merci à chaque fois de vos analyses particulièrement percutantes. On rappelle votre livre « L'Ukraine, un basculement du monde » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Eh ben, on passe un petit bobino et puis on revient tout de suite après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Eh ben voilà, on se retrouve pour le début des chroniques de Revue de Presse avec Raphaël Beslu, le directeur de la publication de Géopolitique Profonde. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour Lara, bonjour François et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bon, je vois que ça pète vous pétez la forme. Vous êtes passé chez le coiffeur aussi, non? Exactement. Et La tête de paysan, c'est terminé, voilà. Non, François, c'est plus nécessaire en ce qui me concerne. Alors, Raphaël, on vous écoute, c'est votre revue de presse. Eh bien, François Martin a terminé en parlant de la CIA et justement, le sujet que je voulais aborder concerne une partie historique de la CIA et tenter de le lier à l'actualité qui est assez effrayante pour les nouvelles générations et surtout les technologies utilisées autour des réseaux sociaux et qui affectent profondément la jeunesse. Et donc j'aimerais pouvoir parler un petit peu du fameux projet MK Ultra. Donc le projet MK Ultra, un sujet passionnant s'il en est. Absolument, absolument. Un projet alors qui va être compliqué évidemment de synthétiser en quelques minutes, mais je vais essayer de faire le plus synthétique possible. C'est-à-dire que donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est-à-dire le projet MK Ultra signifie le projet Mind Control. C'est un projet qui a porté plusieurs noms, qui a démarré dans les années 50. À la base, le premier projet, donc développé par la CIA, s'appelait donc le projet Bluebird. Après, il est devenu Artichoke et ensuite il a rejoint le grand projet dit MK Ultra. Le projet MK Ultra, donc ça fait partie d'un des programmes considérés vraiment comme les plus controversés et vraiment secrets de la CIA. C'est des articles qui ont été diffusés en 1974 par le New York Times, excusez-moi, qui ont permis de découvrir directement ce fameux programme qui a duré pendant plus d'une vingtaine d'années. Et donc l'objectif de ce grand projet, c'était de développer de plus en plus de technologies pour tenter de comprendre la psyché humaine et de développer des techniques de contrôle et de manipulation par le biais de certaines méthodes, que ce soit des utilisations de drogue, l'utilisation d'hypnose ou même de techniques dites de coercition, de torture, etc. Et c'est un projet qu'il faut absolument connaître parce que ça ne fait pas partie des théories du complot aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir les expérimentations qui ont pu être faites pour voir si aujourd'hui, on subit encore finalement certaines de ces méthodes qui ont pu être développées, non pas directement par la CIA, bien évidemment, mais savoir si ces méthodes qui ont eu des effets assez intéressants, j'ai envie de dire, pourraient encore être utilisées aujourd'hui pour manipuler les populations. Alors qu'en est-il, Raphaël, justement ? Eh bien justement, pour expliquer certaines choses, c'est-à-dire qu'à la base, la principale technique utilisée de manipulation, c'était l'utilisation de certaines drogues de synthèse et notamment d'utiliser le LSD. C'était la principale drogue qui servait à créer des états seconds, des états type schizophrénique, pour ensuite développer certaines méthodes pour tenter de faire du conditionnement mental ou développer même certaines pathologies. Et il faut savoir, cher Nicolas, que la CIA a développé aussi potentiellement un projet en France. Dans les années 50, il y a une affaire très controversée où il y a encore en fait c'est considéré comme une affaire qui n'est non résolue, mais c'est la fameuse affaire du pain maudit à Pont-Saint-Esprit dans les années 50, où en fait il y a eu une fameuse nuit de l'apocalypse où des personnes se seraient retrouvées donc contaminées à cause de pain, oui, potentiellement en fait de l'ergot de seigle, mais ce serait potentiellement aussi du LSD parce que ça correspond à cette période-là et des dossiers
donc déclassifier des enquêtes qui datent des années donc 2009 ont pu sortir avec certains témoignages et documents à l'appui pour montrer que ça aurait été une opération de la CIA qui ont fait quand même environ entre 5 et 7 morts, plus d'une cinquantaine de personnes internées et plus de 300 personnes avec des symptômes extrêmement graves. Donc, toutes ces méthodes-là ont été développées et il y a donc certaines branches, comme je vous ai expliqué, qui ont pu être développées par la CIA à travers le MK. Par exemple, vous avez un projet intéressant qui s'appelle le fameux projet Monarch, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore considéré comme une théorie du complot, mais j'invite tous les auditeurs à s'intéresser à ce fameux projet Monarch, par exemple avec les témoignages de Cathy O'Brien, qui explique... C'est quoi le projet Monarch? J'espère que ça n'a rien à voir avec le papillon. Exact, mais bien sûr que si, tout à fait. Et en fait, ça Ouh concerne là là, l'idée de mais là ça m'inquiète transformation. parce que là, amis complotistes, et oui, on va renforcer notre réputation de complotiste, hein, chers auditeurs, dans ce livre journal. Ouais. On va pas se gêner. Enfonçons-nous, Quand on voit l'histoire de Charles III, là, qui Avec le envahit papillon. Hein. Ah bah dis donc, on vous écoute, on est tout oui, Raphaël. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le projet Monarch est un projet encore plus précis qui visait, apparemment, à tenter de créer en fait des personnalités dissociées et de pouvoir en fait créer des personnalités que l'on pouvait activer à tout moment. Ça a pu être donc utilisé, il semblerait, selon les témoignages par exemple de Cathy O'Brien, dans des situations qui peuvent être considérées comme véritablement glauques, c'est-à-dire avec des fameuses esclaves sexuelles. Et d'ailleurs, je vais vous conseiller tout de suite, chers auditeurs, de pouvoir en fait, si vous aimez le cinéma, vous avez des films qui à mon avis représentent très bien les différents types de projets qui ont pu être développés et qui, de toute façon, je le rappelle encore une fois, MK Ultra est un projet qui n'est pas du complotisme. C'est ça, c'est reconnu, absolument. Voilà, je vous conseille fortement de regarder, évidemment, vous avez Orange Mécanique, qui est un film très connu, où vous pouvez voir justement avec le personnage principal qui se retrouve attaché à une chaise au bout d'un moment, à devoir regarder des images de force pour en fait essayer de reprogrammer son cerveau et le rendre beaucoup plus docile et calme. Vous avez un autre film excellent avec Mel Gibson qui s'appelle tout simplement Complot, qui est avec Julia Roberts, qui montre directement ce qui peut se passer au niveau de l'amnésie et de la schizophrénie, la dissociation de personnalité. Et vous avez évidemment un film, encore une fois, de Stanley Kubrick qui s'appelle donc Eyes Wide Shut et qui là permet en fait d'imaginer l'éventail plutôt large des utilisations que l'on peut faire pour les différents types de manipulation mentale. Et pour les personnes qui s'intéresseraient plutôt à des aspects historiques, on sait évidemment qu'il y a énormément de mystères autour de la mort du frère de John Kennedy, c'est-à-dire Robert Kennedy, qui était considéré comme ayant été assassiné par le fameux Sirhan Sirhan, si vous le connaissez, donc un Palestinien qui était considéré comme fanatique et qui, lorsqu'on regarde ses carnets, les témoignages, etc., il semblerait que c'était plutôt une personne qui avait de gros troubles mentaux et qui ressemble plutôt à du conditionnement mental, avec les écrits répétés et aussi le fait qu'il avait une amnésie totale et la seule chose dont il se souvienne avant de vouloir tuer absolument Robert Kennedy, c'est un signal, c'est-à-dire une robe rouge. Une femme qui passe, il voit ça, il se dit je dois absolument tuer Robert Kennedy. Bref, donc si je vous fais tous ces rappels-là, Oui. c'est pour tenter là de le lier aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont des enfants ou en fait même des adolescents. Je pense qu'il est fondamental de se concentrer sur les nouvelles technologies aujourd'hui qui sont développées qui font absolument des ravages. Donc je vais vous parler des effets absolument délétères d'applications comme Instagram, Facebook, mais surtout TikTok. Il faut savoir que TikTok... Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui essayent d'analyser les effets que l'on peut observer sur la jeunesse. Vous avez un très bon livre de Bruno Patino qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui fait un constat absolument alarmant qui date de 2019, qui montre que la jeunesse aujourd'hui a une capacité d'attention d'à peine 9 secondes. Oui. D'énormes problèmes de concentration. Il y a aussi des maladies mentales qui se développent de plus en plus, des troubles du comportement, de l'apprentissage, des symptômes de dépression et surtout en fait de la dépendance à la dopamine principalement et des effets de plus en plus délétères avec des personnes qui se retrouvent à être conditionnées mentalement à poursuivre certains mouvements de mode ou alors certains mouvements, on va dire, certains styles de mode qui peuvent développer des pathologies mentales très importantes. C'est-à-dire que, par exemple, pour TikTok, on a pu observer pendant la période Covid des personnes qui ont développé des syndromes de la Tourette en regardant des contenus du syndrome de la Tourette. On a pu voir des personnes qui développaient de la schizophrénie plus proche en fait d'une forme de mythomanie, mais qui développait par exemple des volontés d'automutilation en regardant des contenus d'automutilation. Et surtout aujourd'hui, et là c'est encore plus actualité, avec les contenus principalement dits LGBT. Vous avez de plus en plus de personnes qui consultent et l'algorithme
de ces réseaux sociaux vous conseille de plus en plus ce genre de contenu. Et on est face à des personnes, je vous rappelle que le temps de consommation moyen des écrans sont environ de 8 heures pour les adultes. Pour les enfants de moins de 3 ans, on est à 2 heures par jour. Et pour les adolescents, on est à environ 6 heures par jour. Donc imaginez le conditionnement mental, les effets terribles et néfastes qu'on peut avoir sur le cerveau. Et TikTok est considéré par les Américains comme une arme biotechnologique. Les contenus sur TikTok proposent des contenus, par exemple, extrêmement violents, mais aussi des contenus qu'on peut considérer comme décadents. Alors qu'en Chine, sachant que ça a été développé par les Chinois, ce sont des contenus où on a le droit de regarder environ simplement 40 minutes par jour, et uniquement des contenus éducatifs, scientifiques. Et moi, je pense que lorsqu'on regarde tous les développements qu'il y a eu au niveau du marketing, de l'ingénierie sociale, on peut se poser la question si ces technologies qui ont pu être développées, par exemple par la CIA, de contrôle mental, de conditionnement mental, pour développer des maladies ou même développer certaines personnalités, ne peuvent pas être observées aujourd'hui et méritent une attention toute particulière, surtout si l'on a des enfants. Raphaël Beslu, merci. C'est passionnant cette émission. J'apprends énormément de choses. Possible. Et je pense que vous allez revenir la semaine prochaine, continuer à nous parler de cela, parce que je pense que vous n'avez pas fini. On n'en a pas fini encore avec ce sujet. Un grand merci à vous, Raphaël, pour cette chronique revue de presse. Écoutez, on passe maintenant, ma chère Virginie, à la grande revue de presse. Allez! Riche semaine, Nicolas, je crois, et qui va nous donner du grain à moudre. C'est ça, Lara, la République, le vivre ensemble. Après Mayotte, la Nouvelle-Calédonie qui est à feu et à sang. Après Thomas à Crépol et le petit Matou à son papa d'amalgame massacré par un Afghan. La tuerie d'Incarville où 2 agents ont payé de leur vie l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, permettant la cavale d'un caïd des narcotrafics, Mohamed Amra, alias la Mouche. C'est comme l'empire du bien et la paix du nouvel ordre mondial, dont le bien ne cesse d'empirer, Ukraine, Gaza. Peut-on parler d'un début de guerre civile en Nouvelle-Calédonie ? Les émeutes sont en cours depuis le 13 mai 2024 à la suite d'un projet de révision constitutionnelle visant à mettre partiellement fin au gel du corps électoral habilité à voter aux élections locales. Les émeutiers causent d'importants dégâts aux infrastructures et commerces dans l'archipel, tandis que les affrontements avec les forces de l'ordre ainsi qu'entre civils font plusieurs centaines de blessés et pour l'instant un total de 5 morts dont 2 gendarmes. L'ampleur des émeutes ont amené Emmanuel Macron à décréter l'état d'urgence. L'armée est également déployée pour sécuriser les ponts et les aéroports. C'est la désolation à Nouméa, des scènes de chaos, de pillage un peu partout sur l'île. C'est le résultat de 40 ans de lâcheté et de reniement de la dite République française et de nos gouvernants. La question de la reconnaissance de la nation kanak en Nouvelle-Calédonie a commencé à émerger dans les années 60, mais les émeutes sont apparues dans les années 80. On tue dès 83 des gendarmes mobiles, puis ce sont des insurrections, des contre-insurrections, l'état d'urgence dès 85, puis c'est la boucherie d'Ovea en 88, qui marque le point extrême de la crise. Les frères ennemis vont ensuite accepter de retourner autour de la table des négociations. Plusieurs référendums vont suivre, confirmant tous la volonté de l'île de rester dans le giron de la France, malgré toutes les concessions faites aux indépendantistes kanaks. Sachant la République faible et parfois compromise avec des intérêts hostiles à la France, les indépendantistes, vaincus dans les urnes, ont donc décidé de porter à nouveau la violence dans la rue. Ils savent en être toujours finalement bénéficiaires, malgré leur implication directe et fautive dès les premiers soubresauts. On pointe du doigt en France les ingérences étrangères. Gérald Darmanin a dénoncé jeudi les liens de l'Azerbaïdjan avec les indépendantistes de FLNKS. Mercredi, le gouvernement a interdit le réseau social chinois TikTok sur l'archipel, craignant des tentatives de désinformation. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité, a déclaré le ministre sur France 2. De manière manifeste, une partie des indépendantistes calédoniens ont fait appel à un deal avec l'Azerbaïdjan, a assuré l'hôte de Beauvau. Calomnie, a immédiatement réagi l'Azerbaïdjan, niant dans un communiqué tout lien entre les leaders de la lutte pour la liberté calédonienne et l'Azerbaïdjan. Déjà, la phrase, elle est bizarre. Bakou userait de l'arme décoloniale. L'Azerbaïdjan est à la tête du mouvement des non-alignés. Cette puissance gazière, à l'instar du Qatar, joue de son influence à coups de milliards. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie et le Parlement de l'Azerbaïdjan ont signé aussi un mémorandum pour sceller une nouvelle coopération. La Chine est aussi soupçonnée de s'intéresser à l'archipel pour son nickel essentiel dans l'industrie aéronautique et sa zone maritime au cœur du Pacifique fortement géostratégique. Et bien sûr, on parle aussi de la Russie de Poutine, avec des manifestants qui appellent Poutine à venir libérer l'île. Dans la guerre hybride qui mènerait
que mènerait la Russie contre la France, nos ennemis souffleraient sur les braises. Vos propos, Lara, appellent plusieurs observations. Tout d'abord, vous n'êtes pas censé ignorer la réputation de supermenteur de Darmanin. Sa sortie sur les hooligans anglais qui agressaient et faisaient les poches des supporters espagnols le soir d'une finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis, où en réalité la racaille sévissait, reste dans toutes les mémoires. Avec Moussa, c'est toujours la faute des autres. Déjà. Ensuite, il est amusant d'entendre les mainstream qui passent leur temps à dénoncer les théories complotistes des réseaux sociaux se vautrer ainsi dans des théories pour le coup totalement complotistes, encore une fois. Après, la France est l'homme malade de l'Occident. Il n'est pas étonnant que notre malheureux pays soit la proie de tout un tas de prédateurs qui attendent la curée. La Lali est sonnée. Donc pourquoi pas la Chine, l'Azerbaïdjan? Mais ce sont loin d'être les seuls et à mon avis pas les premiers. Traditionnellement, on reproche, et selon moi à juste titre, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande de vouloir chasser la France de cette région du Pacifique. Ce sont eux les premiers prédateurs que l'on dénonçait dans les cercles autorisés dans les années 80 pour qui soufflait sur les braises. Plus largement, les anglo-saxons, Commonwealth et états-uniens sont acharnés à nuire aux intérêts français dans cette région. La crise des sous-marins australiens n'est pas loin. Dans le passé, une association écolo, vous savez, Greenpeace, avait du mal à cacher qu'elle était d'abord et avant tout une officine de la CIA hostile à l'indépendance nucléaire française. Mais bien sûr, c'est comme le sabotage du Nord Stream ou ce qui se passe en Afrique. Ce ne peut pas être la responsabilité de nos chers alliés et amis américains. Quelle bonne blague! Non, c'est de la faute de Poutine, encore une fois. C'est un prétexte permanent pour toujours plus censurer TikTok en Nouvelle-Calédonie, tous les réseaux sociaux en Europe. Van der Leyen annonce ainsi un bouclier de l'Union européenne contre les ingérences étrangères, donc contre la vilaine méchante Russie. Ce dispositif bientôt permanent viendra s'ajouter au règlement européen DSA. Quant à l'Azerbaïdjan, pointé du doigt par la France en Nouvelle-Calédonie, faut-il rappeler que cette même Leyen conclut avec Bakou de gigantesques accords gaziers. L'Azerbaïdjan, le meilleur allié en Asie centrale de l'État Israël, ce pays que Mme Leyen soutient inconditionnellement. Nous, on est dans le même temps macronien, du très classique Macron président légal de la France jusqu'en 2027, mais déjà président virtuel de l'Union européenne pour la suite de l'agenda. Vous avez bien vu que Macron a reçu le président chinois en France avec Van der Leyen. Ce n'est pas du tout une mise sous tutelle de la France par Bruxelles, comme certains peuvent le penser. C'est Macron président qui reçoit avec l'équivalent de son Premier ministre, Leyen, le chef d'État chinois à l'Élysée. On cherche à engrammer déjà cela dans l'esprit des Français et des Européens. Attal, le mini-moi de Macron, est simplement envoyé à l'aéroport pour dérouler le tapis rouge au maître de la cité interdite. Ensuite, avec Leyen, on discute entre adultes consentants, peut-on l'espérer tout du moins. Il en sera de même demain avec le successeur de Macron, ce sera le premier président français intégré dans une Europe fédérale. Un simple soliveau, et les électeurs, les grenouilles de La Fontaine, qui réclament un roi. Alors après tout, qu'importe le futur chef d'État en 27, Philippe, Moussa, Gabriel ou la mère Achat, franchement tout le monde s'en foutra. Sauf peut-être Zemmour et Knafo qui ont besoin de remplir déjà aux européennes les caisses de reconquête. Bon geste, messieurs, dames, s'il vous plaît, votez pour nous. Il n'empêche, Nicolas, que Sarah Knafo n'a peut-être pas tort d'ironiser du pas de deux de Macron-Le Pen sur les européennes. Un jour, on fait un débat, le lendemain, non, le surlendemain, après les élections européennes, le jour d'après, avant. Le parti présidentiel boit la tasse électorale dans l'eau de la Seine. C'est compliqué pour Valérie Ayé. Et pourtant, la majorité présidentielle joue sa dernière carte. Alors, dans la famille Le Pen, je demande la fille. Marine Le Pen n'a jamais autant mérité son surnom de rustine du système, vous ne croyez pas? Elle ne peut pas que perdre. Elle ne peut que perdre dans un débat face à Macron, elle le sait, mais c'est pas grave. Elle remplit son rôle. Le système lui en sera gré peut-être lors du procès d'assistant parlementaire européen qui se profile à l'horizon. Il faut la tenir, la TPE, enfin. Vous vous rendez compte ? Faudrait-il encore qu'elle continue à jouer le rôle d'épouvantail à moineau du système, et là c'est pas gagné. Elle demande elle aussi un 4e référendum en Nouvelle-Calédonie, comme Renaissance, prime à la force et à la violence indépendantiste kanak. Il faudra la mort de combien de caldoches, Madame Le Pen, pour que vous suppliez à genoux les Kanaks pour qu'ils prennent leur indépendance. Elle est où la patriote et la souverainiste qui a souffert de la remise en question systématique des référendums qui n'allait pas dans le sens du pouvoir? Parce que cette histoire en Nouvelle-Calédonie, que je connais, que je suis depuis fort longtemps, elle devrait tous nous révulser un
point que l'on peut difficilement imaginer. Car qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, franchement, entre nous, dans ce qui était, il n'y a pas si longtemps encore, un petit coin de paradis sur Terre, en France évidemment. Nicolas Metzdorf, député apparenté Renaissance, l'avoue lui-même sur Sud Radio. C'est dire, la haine anti-blanc est un sujet tabou en métropole. Mais nous avons grandi avec. Il y a un racisme institutionnel en Nouvelle-Calédonie. Je dirais un racisme blanc systémique. La principale figure du camp non-indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, l'ex-secrétaire d'État Sonia Backes, a dénoncé pour sa part les insultes racistes de ceux qui ont incendié la maison de son père lors des violences survenues dans le territoire français du Pacifique. Certains le disent sans hésitation dans les rues de Nouma, ils veulent tuer du blanc. Les habitants se barricadent face aux violences des indépendantismes et le racisme anti-blanc. C'est ce qui nous inquiète. Cette histoire va laisser des traces, explique Patrick, membre d'une milice citoyenne. Mais la secrétaire générale du CGT, Sophie Binet, est aux antipodes de vos propos, Nicolas. Elle a publié sur X « Rendez-vous ce soir jeudi pour un rassemblement en soutien à nos frères et sœurs Kanak. La provocation du gouvernement et la violence doivent cesser. Une mission de médiation indépendante doit être mise en place immédiatement. Pas de racisme anti-blanc pour l'ancienne CPE de l'Éducation nationale. Ils sont entre de bonnes mains, nos enfants, décidément, mais une lutte décolonialiste traditionnelle chez les gauchistes. Le vieux mâle blanc peut bien se tuer à la tâche jusqu'à 64 ans et bien plus tant que nos frères racisés sont reconnus dans leur statut de victime permanente. Madame Binet est déjà dans le peuple d'après. Pas certain que ce peuple en veuille. Taubira ne dit pas autrement. De partout, nous sommes solidaires de toutes celles et ceux qui, là maintenant, sur cette terre Kanak en ébullition, envers et contre tout, refusent l'injustice et les inégalités, récusent ce destin de désespoir et de violence, refusent de le subir, refusent de l'infliger, égalité et fraternité. Responsabilité! Mélenchon assume, lui, son rejet du colonialisme français. Il revendique l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. LFI n'est d'ailleurs pas à une contradiction près. Il réclame le droit de vote des étrangers aux élections nationales, mais refuse celui des résidents français en Nouvelle-Calédonie, qui est français jusqu'à preuve du contraire. Il est évident que la France ne serait pas devenue cette nation moribonde sans la complicité et la trahison de tous ces gens-là. Ce sont eux nos véritables ennemis. La situation en Nouvelle-Calédonie est probablement pour les métropolitains la préfiguration de ce qui les attend à court terme maintenant. Les émeutes consécutives à la mort du délinquant Naël en sont une simple préfiguration. Et attention, les métropolitains ne sont pas armés comme peuvent l'être les caldoches, habitués à devoir se défendre seuls, n'ayant d'expérience qu'une confiance très limitée dans nos pseudo-forces de l'ordre, simples milices chargées de la protection des dirigeants. Abandonnés des pouvoirs publics, les habitants blancs de la Nouvelle-Calédonie sont fort heureusement, pour eux, armés et se constituent en milices d'autodéfense. Leur salut viendra de là. Le métropolitain bisounours et ou collabo du système n'aura pas ce ressort, cette résilience, lorsque viendra les conflits ethniques de demain sur le territoire français. Ils auront pourtant été avertis. Nous connaissons en France des quartiers de plus en plus nombreux, de non-droits, mais nous savons maintenant avec la tuerie d'Incarville et de l'attaque du fourgon de la pénitentiaire que l'État n'est plus du tout maître chez lui. Avec ou sans plan épervillier pour amuser a posteriori la galerie et faire croire aux Français que l'État maîtrise encore quelque chose. Le solde se dérobe sous nos pieds, encore probablement un sentiment ou un fantasme pour M. Dupond-Moretti, plus à l'aise pour actionner place Vendôme la presse Cambacérès qui inscrit dans la Constitution le droit à l'IVG que pour protéger les employés de son ministère. Le droit à ne pas se faire trouer la peau dans l'exercice de ses fonctions. Il ne connaît pas le ministre de la place des joailliers. Mais le Dupond-Moretti s'est permis de tancer sévèrement à Marseille les magistrats qui avertissaient la représentation nationale sur les narcotrafics. Monsieur n'aime pas les discours défaitistes, tiens donc. Et après, ça fait semblant de se trouver dans ses petits souliers devant les familles pour rendre hommage aux victimes. Ce que disaient vos magistrats, cher monsieur, c'est vérifié sur l'autoroute A13, sur un tronçon qui fonctionne encore, aux abords d'un de ces péages livrés aux sociétés amies pour rançonner les Français. Que disaient-ils ? Tous s'alarment de l'expansion du narcotrafic qui agit à Marseille comme une sorte de gangrène qui abîme le tissu social et fragilise l'état de droit, laissant certains des magistrats interrogés sous-tendre que Marseille serait devenue une narcoville. Mais oui, la ville laboratoire de Macron, la France de demain, selon le maire de Marseille, Benoît Payan, une narcoville et demain donc un narco-État. Mais j'ai dit tout à l'heure fourgon de la pénitentiaire. On devrait plutôt parler d'une simple camionnette. On transporte des individus particulièrement dangereux dans des véhicules qui ne sont pas blindés. Faute de moyens, probablement, ou plutôt choix de moyens au regard des dotations nombreuses en véhicules blindés des forces de l'ordre pour affronter les manifestants.
L'oligarchie au pouvoir pense prioritairement à elle. Elle dote sa milice de moyens très efficaces pour contrer les sans-dents, les Gaulois réfractaires, mais rien pour lutter contre ce qui gangrène véritablement la société. Alors, en parlant de nos élus qui ne pensent qu'à eux, une nouvelle croustillante lue cette semaine dans le Figaro. À l'Assemblée, Madame Yaël Braun-Pivet a fait installer des capteurs de bruit pour mesurer les nuisances sonores causées par les cris des députés. Car le bruit auquel les députés et les agents de l'institution sont exposés fait partie des critères de pénibilité au travail. Bah oui. Résultat, certains parlementaires n'hésitent plus à s'armer régulièrement de boules quièces dans l'hémicycle pour masquer les cris de leurs voisins de banc. Bah, si on peut plus faire la sieste tranquille, hein. Ils vont bientôt se voter une prime pénibilité au travail. On frise la maladie professionnelle, sachant que quand même, hein, la plus répandue des maladies professionnelles chez nos élus, ça reste la kleptomanie, vous savez, reconnue handicap permanent par la commission des réformes. Mais dans la rubrique Rire jaune ou Humour noir, un média titre sur les 2 morts d'Incarville, hommage aux 2 agents pénitentiaires tués en intégralité. On pourrait se demander alors ce que c'est d'être tué partiellement. Bah oui. Peut-être un peu comme le Premier ministre slovaque Fico, hein. C'est quand ton ennemi prend une balle dans le buffet, que tu, c'est-à-dire les mondialistes otaniens et fédéralistes européens, que tu donc te réjouis tout en versant des larmes de crocodile et que le type, il tarde quand même sérieusement à mourir. De là, les médias qui titrent Fico entre la vie et la mort, ce qui veut encore entre nous dire, soit il est vivant, soit tu es mort. Il n'y a pas entre deux avec ça. Donc peut-être Robert Fico est un exemple de mort partiellement ? Oui, il a été tué partiellement par un bon voisin, beau poète, nous dit France 24. Un militant pacifiste. Bah, c'est à mourir de rire, vous avouerez. C'est dû au vol. Le mur du con a déjà été dépassé. Hein. L'opération Épervier dont vous parliez tout à l'heure en est un signe intéressant. Mohamed alias Lamouche et ses complices se sont envolés dès le début de la cavale vers des cieux plus cléments. C'est cela la France passoire, l'Europe sans frontières. Les criminels peuvent s'y balader en toute impunité bien plus facilement que les honnêtes gens en temps de Covid ou de JO. Mohamed Amra est-il d'origine marocaine ou algérienne ? Ouh, la presse bien pensante se gendarme contre l'affreuse extrême droite qui s'interroge sur les origines de ce bon petit Français comme la République en fabrique à l'appel depuis quelques décennies. Mais c'est pourtant essentiel pour l'avancée de la traque car on imagine bien que notre Lascar et ses complices sont pas allés se planquer dans le massif du Vercors au fin fond de la Beauce ou de la forêt de Brocéliande. Allons la famille, bon baiser de Marrakech, on fait la teuf à la Mamounia sur les airs de Youl. Ça, c'est plus crédible comme carte postale de la mouche. Ou mieux, voilà la famille, le J, c'est le S. Vous savez, hein, Gabi, hein. Je me suis réveillé ce matin à Alger, voilà la panique, j'ai cru que j'étais à Marseille. Ça, c'est ce que l'inénarrable Benoît Payan, maire de Marseille, a dit en visite à Alger à des journalistes cette semaine. Oui, il est venu en ami en Algérie. Il repart encore plus charmé par ce pays. Benoît Payan, notre maire PS de Marseille, avoue qu'il ne soupçonnait pas un tel degré de ressemblance entre la capitale algérienne et la cité phocéenne. Maire de Marseille depuis 2020, c'est seulement le premier voyage à l'étranger de Benoît Payan en tant qu'édile de la 2e ville de France. Je me suis engagé à ce que mon premier déplacement sera en Algérie, dit-il. Il a également abordé la politique intérieure française en évoquant le courant d'extrême droite qui, en France, fait tout pour diviser. Ces gens-là, je ne les considère pas comme des adversaires, mais comme des ennemis. Je me battrai pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir. Il a donc dit... En effet, Nicolas, quand je me suis réveillée lundi matin, j'ai cru que j'étais chez moi, à Marseille, suite à une rencontre avec des journalistes algériens mardi soir sur la terrasse de l'hôtel Al Horaci, qui domine une partie de la ville et presque toute la baie d'Alger. Monsieur se gâte. Le cadre est idéal pour constater la similitude frappante, troublante entre les deux cités, qui ne sont séparées finalement que par cette masse liquide qu'est la Méditerranée. Il a aussi émis le vœu de renforcer le transport entre les deux pays, sachant que les 64 liaisons quotidiennes actuelles ne suffisent pas à satisfaire la demande. Sa réputation l'a en quelque sorte précédé à Alger en décembre dernier. Il avait reçu la visite de Saïd Moussi, ambassadeur d'Algérie en France, devant lequel il a qualifié Marseille de plus algérienne des villes françaises. Frontières liquidées, routes aménagées. Merci, monsieur Payan. Je conseille au père d'Arnaud Garcia, tué ignominieusement à Incarville, plutôt que de ne plus dormir et de se répandre en propos affligés devant les caméras et micros des chaînes d'infos en continu, d'aller demander des comptes à ce genre d'élus. Benoît Payan, l'archétype même de ceux qui trahissent et déshonorent le pays de nos ancêtres.
Oh là là, je vous trouve un peu grognon aujourd'hui, hein, Nicolas. Détendez-vous. Parlez-nous du parcours de la flamme, des JO, des transports parisiens, du concours d'Eurovision, de Cannes, autant de sujets que je vous sais affectionner particulièrement. Alors, je me faisais une réflexion dernièrement à la loi de mai 2013, vous savez, qui instituait le mariage pour tous et qui nous promettait un nouvel Eldorado, un nouvel Éden expurgé de Dieu, un nouveau vivre ensemble, puisqu'ils s'aiment. N'était-ce pas là l'aboutissement du slogan anti-guerre issu de la contre-culture américaine des années 60 ? Make love, not war. Faites l'amour, pas la guerre. Déjà se profilait la révolution sexuelle, vous savez, présentée comme une libération, en particulier par les freudo-marxistes de type Wilhelm Reich. Le slogan du monde réel était plutôt, soit dit en passant, faites l'amour et la guerre. Donc, mariez-vous. Je sais, c'est pas très sympa pour l'institution du mariage. Qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Mais qu'en est-il aujourd'hui de cette idéologie pleinement hédoniste, de cette révolution en marche, de cet incroyable appétit de vivre, comme ils disaient les jeunes 68ards, avec la reconnaissance des sexualités non procréatrices, l'affirmation de l'égalité des sexes et tout ce qui va avec? Un peu, beaucoup, comme la paix à coups de bombardier B-52 des néoconservateurs. C'est parce que je t'aime que je te tue, mais c'est pour ton bien, puisque je suis l'empire du bien, et comme l'empire du bien, vous avez compris, le bien il a empiré, il s'est non seulement étendu à la terre entière, mais à toutes les sphères de l'activité humaine. Ce néo-puritanisme qui s'est développé au nom de la libération des mœurs a de sérieux relents d'un nouveau messianisme millénariste, d'une vraie prison des mœurs à ciel ouvert. Premier exemple qui saute aux yeux, la guerre des sexes. La révolution MeToo est une révolution permanente. La dernière en date, attendue avec l'ouverture du Festival de Cannes, est tombée cette semaine. 100 personnalités, dont de nombreuses actrices, réclament une loi intégrale sur les violences sexuelles, afin de dire stop aux effets d'annonce sans suite. Après le nu intégral, la loi intégrale, celle, messieurs, qui va vous faire la totale. Parmi les signataires, Isabelle Adjani, Charlotte Arnoux, Emmanuel Béard, Judith Binoche, Emma Decaune, Judith Godrèche, Isid de Vesco, Muriel Robin ou encore Philippe Torreton. Il y a toujours un faillot de ces dames dans les bandes de nanas. C'est cette fois, ça sera Torreton. Nous sommes 100, mais en réalité, nous sommes des centaines de milliers, disent-elles. Nos prises de parole MeToo ont révélé une réalité plongée dans le déni. Des violences sexistes et sexuelles sont systémiques, pas exceptionnelles, comme le racisme et les violences policières. Systémiques. Nous voulons une loi intégrale qui permettra de clarifier entre autres la définition du viol et du consentement, introduire celle de l'inceste, de juger des violeurs en série pour tous les viols connus, d'élargir les ordonnances de protection aux victimes de viols, de faciliter la collecte de preuves, de créer des brigades spécialisées et d'interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes. L'envie du pénal a bien remplacé l'envie du pénis, n'en déplaise à nos freudo-marxistes de service. Mais l'hypocrisie reste entière, même et surtout peut-être chez nos Amazones du cinéma français. Nous apprenions dernièrement qu'Omar Sy, jury de ce festival de Cannes, se vantait dans son dernier livre intitulé « Viens, on se parle », écrite d'ailleurs à l'aide de ce qu'on appelle un nègre littéraire. Je sais pas, mais peut-être vous pouvez dire prête-plume, on est sur Radio Courtoisie après tout. Vous savez là que le fils d'Alexandre Dumas, votre écrivain préféré, dira lui-même de son père qu'il était un mulâtre qui a des nègres. Puis je ne vais pas commencer à dire, par exemple, ghostwriter à l'anglaise pour vous faire plaisir et devoir mettre 1 euro dans le cochon. Le jour prochain où l'on ne pourra, et c'est prochain, ni manger ni représenter le cochon, je m'y mettrai, c'est promis. Et la prête-plume en question, la journaliste Elsa Vigoureux, elle est blonde. Il n'y a donc aucun racisme dans mon propos, rassurez-vous, je n'ai rien contre les blondes. Je peux continuer ? Allez-y, mais j'y veille. Donc Omar Sy se vantait dans son dernier livre d'avoir été élevé par les 2 épouses de son père, Demba, son père, et ses 2 épouses, Célie, surnommée Gog, et Diaratou, que son père a épousée, car sa première femme ne parvenait pas à enfanter. Elle n'est pas belle la vie, je cite Sy. 2 mères qui nous aiment, tout autant les uns que les autres, et que nous aimons de la même manière l'une que l'autre. Plus loin, l'acteur révèle avoir passé une enfance particulièrement heureuse. Il assure par ailleurs que ces 2 femmes qui vivaient ensemble étaient solidaires. Ça les dérange pas tant que ça, nos féministes de choc, hostiles au travers de la société patriarcale, finalement. Oui, la polygamie, ça les dérange pas. Non, mais là, c'est pas pareil. Omar Sy, c'est pas un mâle blanc, un bourreau par définition. C'est une victime racisée par principe, comme son papa Demba. Eh bien sûr, qu'est-ce que je ferais sans vous, Lara ?
Guerre des sexes, mais aussi guerre de genre et peut-être des anges. L'Eurovision 2024 aura battu des sommets, faisant même sortir de sa réserve Ségolène Royal. Je la cite. Ce n'est pas un concours de talent musical, mais un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d'exhibitionnisme. Il faut espérer que pas un euro d'argent public européen ne soit allé à cette farce lugubre, osa même l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. On rappellera que la France s'enorgueillit d'être l'un des 5 plus gros contributeurs financiers de l'Union européenne de radio-télévision. Désolé Ségo, et encore bravo pour ce coup de gueule plein de bravitude. Dans cette vision de l'Europe est ressorti le vainqueur, Nemo, suisse, individu non binaire. Ça, c'est pour ceux qui se demandaient ce qu'on faisait quand on touchait le fond de la piscine. On creuse. Mieux avec Nemo, on se retrouve à 1 000 lieues sous les mers. Merci Jules Verne. Après les horreurs diffusées à la télévision lors du concours de l'Eurovision 2024, la porte-parole du ministre russe, je suis désolé, des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a ouvertement dénoncé le satanisme occidental sur les réseaux sociaux. L'Eurovision 2024 a surpassé toute orgie, sorcellerie ou sacrilège rituel. Les funérailles de l'Europe occidentale se déroulent comme d'habitude, pas de surprise. Alors, comment lui donner tort à Maria Zakharova ? Le festival a été un triomphe de pentagrammes et d'obscénité, une authentique danse de Satan donnée en pâture à des millions de téléspectateurs, parmi lesquels de nombreux jeunes, une abjection sans vergogne et sans limite, et qu'on ne vienne pas dire que ce n'est qu'un carnaval. Le combat LGBT est un beau combat. Gabriel Cluzel le rappelle dans Boulevard Voltaire. Rappelons que dès 11 octobre 2023, soit 4 jours après le massacre du 7, dans le club Mediapart, un communiqué du collectif Investi intitulé « Les transpédéguines soutiennent la Palestine » expliquait que la libération des LGBT passait par la libération du peuple palestinien. Transpalestinien serait, pour ainsi dire, allez lire, un oxymore. Reste à connaître l'avis du Hamas sur le sujet. On comprend mieux maintenant le sens de la région Transjordanie. Je ne suis pas certaine que les Jordaniens vont l'apprécier, celle-là. Et le parcours de la flamme alors ? Je vous avais laissé la semaine dernière avec une transe comme les trains qui peut en cacher une autre. Mais après Miss Martini à Digne-les-Bains et Minima Gesté à Paris, place à Nicky Doll à Arles et Benoît Chevalier, un influenceur qui est dit être une queen. Il serait accusé d'avoir soutiré de l'argent à un mineur. En 2020, encore certainement une de ses bien plus belles vertus du sport. Si vous y ajoutez un fervent défenseur de la famille Traoré, un accusateur d'une France raciste systématique, et Richard Virenque, notre dopé à l'insu de son plein gré, on peut dire que la flamme olympique est entre de bonnes mains. La suite au prochain numéro. Une petite dernière, Nicolas, pour la route. Là, on va aller vite, il ne reste plus que 2 minutes. Alors, en hommage à Omar Sy et à François Cluzet, vous savez, celui qui apparente les complotistes aux collabos, aux antivax. Moi, j'en dirai pas plus. Une histoire bien sordide pour nos 2 amis, le réel, pas l'utopie, le fantasme du vivre ensemble que claironnait le film Intouchable, même si l'origine est composée de faits réels, il y a 30 ans, mais recomposée pour les besoins de la propagande. Et le film raconte la relation entre 2 hommes issus de milieux différents. Driss, homme d'origine sénégalaise, vivant en banlieue parisienne, qui vient de purger une peine de 6 mois de prison pour braquage de bijouterie. Philippe, riche tétraplégique, qui a engagé le premier venu comme auxiliaire de vie, bien qu'il n'ait aucune formation particulière. Ah, ça, c'est la réalité. Maintenant, en 2024, en tous les cas, un autre versant de la réalité, ce qui n'est pas à négliger, même si on est d'accord, encore une fois, on évitera les généralisations. Un jeune en galère, qui s'occupe d'un quinquagénaire tétraplégique. L'homme en fauteuil roulant, très irritable, renvoie toutes ses aides à la personne. Mais avec ce trentenaire un peu paumé, étonnamment, ça se passe bien. Il lui roule ses joints, le porte jusqu'à son lit et envoie même balader son employeur quand il lui parle mal. Sauf que là, l'histoire, elle va finir comme un film d'horreur. L'auxiliaire de vie étrangle son patron, le frappe et le tue. Pendant quasiment 2 mois, il garde son cadavre sous le lit. Et quand l'odeur devient insupportable, il le découpe avec une scie, transporte les morceaux dans une valise et la dépose ce samedi 11 mai au soir, au pied du pont d'Austerlitz à Paris, 12e, avant d'y mettre le feu, puis finalement de se dénoncer à la police le lendemain matin. Eh ben merci à vous Lara, on n'a pas pu écouter votre chronique militaire, ce sera pour la semaine prochaine. Tant pis, j'ai travaillé pour rien. J'en suis absolument désolé. Ça sera plus d'actualité. Merci à Régis Le Sommier, merci à François Martin, merci à Raphaël et à sa superbe chronique MK Ultra, j'ai adoré, on en redemande sur Radio Courtoisie. Un grand merci à Virginie, un grand merci à Patrice. Un grand merci pour votre écoute sur Radio Courtoisie, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.